On reste à Genève et c'est un grand plaisir de demander à Thierry Bernet de nous parler de l'autotransplantation des îlots dans la résection du pancréas pour tumeur. Très bien, merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je suis tout à fait ravi de m'adresser à cette honorable assemblée pour vous parler de l'expérience genevoise et un peu au-delà de résection de pancréas pour tumeur associée à une autotransplantation des îlots de Langerhans. Alors, l'autotransplantation des îlots de Langerhans, c'est quelque chose qui est connu depuis le début des années 1970 en clinique. C'est comme ça que la plupart des centres qui font de la greffe allogénique d'îlots pour le diabète de type 1 ont commencé, en fait. Et il s'agissait de traiter des patients avec une pancréatite chronique et qui avaient des douleurs intraitables. La pancréatectomie totale, la chirurgie de la pancréatite chronique, c'est une chirurgie de la douleur. La pancréatectomie totale, il fait peu de doute que c'est très efficace pour traiter la douleur. Dans 80% des cas ou plus, on se débarrasse de la douleur. C'est également très efficace pour provoquer un diabète, puisque dans 100% des cas, on va se retrouver avec un diabète. Et c'est pour cette raison-là qu'on s'était dit qu'on pouvait, au lieu d'envoyer le pancréas à la poubelle ou en pathologie, ce qui est plus noble, on pourrait s'en servir pour isoler les îlots et les réinjecter aux patients afin d'éviter le développement d'un diabète chirurgical ou au moins le limiter. Alors, dans la pancréatite chronique, l'insulino-indépendance est obtenue dans 24 à 50% des cas selon les séries. Ça dépend du nombre d'îlots transplantés. Le nombre d'îlots transplantés dépend du nombre d'îlots que l'on peut isoler du pancréas. Et ça dépend nettement de la texture du pancréas qui est extrêmement variable et parfois extrêmement défavorable en cas de pancréatite chronique quand on a un pancréas qui est dur. La technique que l'on emploie pour isoler ces îlots, brièvement, pour la greffe allogénique ou pour l'autotransplantation, c'est à peu près la même, à de rares détails, de petits détails près. On utilise la technique décrite par Camillo Ricordi à la fin des années 80. Il s'agit d'une digestion enzymatique du pancréas. Quand on fait une autogreffe, jusqu'à présent, on ne faisait pas de purification des îlots. On voulait injecter un maximum de tissu. La durée de la procédure est de 2 à 3 heures sans purification, ce qui permet de faire l'injection des îlots dans le même temps opératoire. Et puis, il faut, pour faire cet isolement, disposer d'un laboratoire qui soit aux normes des bonnes pratiques de fabrication. Et vous voyez ici un petit schéma qui vous montre le circuit de digestion et la chambre de digestion dans laquelle on place le pancréas afin d'en extraire les îlots. Alors, à quoi ça ressemble en réalité? Voici ici le laboratoire genevois qui répond donc aux normes des bonnes pratiques de fabrication. Vous voyez que c'est un environnement à atmosphère contrôlée dans lequel les gens qui travaillent avec un harnachement assez complexe et assez strict, sous des hôtes à flux laminaires pour la dissection du pancréas et puis dans des hôtes à flux laminaires également pour la suite. Donc le pancréas est d'abord distendu, injecté. On injecte par le canal de Wirsung de la collagénase. Et puis on va ensuite mettre ce pancréas dans cette fameuse chambre de Ricordi. Vous voyez ici une chambre transparente dans laquelle on voit des billes métalliques qui sont mises. On va mettre le liquide, l'enzyme diluée dans cette chambre, un filtre de 500 mm, puisqu'on va connecter cette chambre à un circuit et on veut que les petits éléments puissent circuler alors que les gros fragments de pancréas restent dans la chambre. Cette chambre est donc connectée à un circuit, vous voyez, on va la secouer, c'est pour ça qu'il y a des billes. Les billes, ça permet de vraiment ajouter à la digestion enzymatique un composante mécanique à la disruption du pancréas. On peut contrôler la digestion en temps réel en regardant à travers la chambre. Et on va arrêter cette digestion le temps voulu. Et vous voyez, le greffon, vu au microscope, c'est une suspension de tissu. On colore avec la ditisone les îlots de Langerhans et vous voyez que c'est un tissu qui est assez impur en fait. Et ça, ceci c'est le greffon
Après centrifugation, vous voyez qu'on a entre 10 et 30 cc de tissu non purifié que l'on va resuspendre et transplanter. Et puis vous voyez ici, les îlots sont mis dans une poche, c'est une genre de poche, comme pour une transfusion sanguine. Vous voyez ici la chambre dans laquelle on voit les îlots s'écouler, et cette poche est connectée au système porte, et les îlots sont injectés dans le foie à travers la veine porte. Ils vont aller se loger de façon absolument au hasard à travers le foie. Voilà pour la technique d'isolement et de transplantation des îlots de Langerhans. Maintenant, parlons un petit peu des tumeurs auxquelles on a décidé de s'attaquer il y a quelques années déjà à Genève. Et on s'était dit finalement, quand on a une tumeur centrale du pancréas située en plein dans l'isthme, qui est parfois difficile à énucléer parce qu'elle est en contact trop étroit avec le canal de Wirsung, voilà, est-ce qu'on pourrait se servir de cette technique? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une tumeur bénigne du pancréas qui est située à cet endroit-là? On peut essayer de l'énucléer. Dans la littérature, j'ai cité ici un article qui est relativement récent et qui parle d'un risque de fistule qui peut aller jusqu'à 30%. On peut essayer de faire une pancréatectomie centrale. Dans la pancréatectomie centrale, c'est une bonne opération, mais c'est une opération qui expose au risque de fistule à la fois de la DPC et de la pancréatectomie gauche. Donc jusqu'à 50% selon les articles de la littérature. Et puis on peut aussi faire une pancréatectomie gauche élargie jusqu'à l'isthme, mais évidemment on enlève de ce fait 2/3 à 3/4 du tissu pancréatique et on expose le patient à un risque de diabète chirurgical qui a été estimé dans ce papier qui n'est plus très récent entre 14 et 38% selon les séries. Et donc, pour cette raison, on s'était dit, bon, on dispose d'un laboratoire qui est capable d'isoler des îlots de Langerhans, pourquoi ne pas essayer de faire une pancréatectomie gauche élargie et d'utiliser le tissu sain restant pour isoler les îlots et les retransplanter aux patients. Alors, comment est-ce qu'on fait techniquement? D'abord, c'est une dissection qui est un peu plus délicate que pour une pancréatectomie gauche habituelle parce qu'il faut faire la dissection en préservant les vaisseaux spléniques jusqu'à la fin parce qu'on va devoir s'en servir par la suite et vous allez voir pourquoi. On va ensuite sectionner l'isthme pancréatique proximalement à la tumeur, mais dans le sens du pancréas. On va ensuite sectionner les vaisseaux spléniques à ce niveau-là. Et ces vaisseaux spléniques, et surtout l'artère splénique, on va s'en servir pour perfuser le pancréas avec de la solution de préservation froide sur une back table qui est posée juste à côté du champ opératoire, de la table d'opération. Une fois que le pancréas est perfusé, on a donc une ischémie chaude qui est limitée à moins d'une minute, à quelques dizaines de secondes, on va resectionner le pancréas distalement à la tumeur, de façon à pouvoir envoyer le spécimen en pathologie pour un examen. Et puis en même temps, on va envoyer la queue du pancréas dans la glace au laboratoire pour un éventuel isolement ultérieur. On réalise un examen anapathe extemporané parce qu'on veut évidemment s'assurer qu'on est en tissu sain et qu'on n'a pas de signe de malignité sur la pièce que l'on a enlevée pour ne pas risquer d'injecter les cellules tumorales au patient. Et une fois qu'on a le OK du pathologue, on va réaliser la procédure d'isolement des îlots. Et après 2 heures, le patient va rester endormi au bloc opératoire. On va infuser les îlots, la préparation des îlots, par une veine colique ou mésentérique, par exemple, que l'on cathétérise, et on va injecter ces îlots dans le foie en mesurant toujours la pression portale, parce qu'on injecte quand même une quantité de tissu qui est relativement importante, et la complication qui était observée au tout début de l'expérience d'autogreffe d'îlot, je parle des années 70 à l'époque, c'est la thrombose de la veine porte. Alors,
la série genevoise d'autotransplantation d'îlots est finalement c'est une petite série. Et depuis le papier que j'avais publié il y a quelques années, on a fait que quelques cas en plus. Mais au total, on a fait 30 pancréatectomies totales ou élargies avec autotransplantation d'îlots entre 92 et 2015. Donc 14 cas, il s'agissait de pancréatite chronique et c'est l'expérience avec laquelle nous avons débuté. Un patient était un trauma pancréatique avec un pancréas qui était explosé au niveau de l'isthme et pour lequel c'était vraiment la seule façon de le sauver, c'était de lui enlever la queue du pancréas, la refermer et de faire un isolement, une autogreffe, ce qui a été fait. Et puis finalement, on a 15 tumeurs bénignes qui ont été opérées selon la modalité que je vous ai présentée. Il s'agissait de tumeurs kystiques dans 11 cas, de tumeurs neuroendocrines dans 4 cas. L'étendue médiane de la résection était évaluée à 75%, 60 à 80%. L'âge médian des patients était de 51 ans, avec ces deux extrêmes. Vous voyez que le patient le plus âgé était relativement âgé. Et puis, le rapport entre les femmes et les hommes était de 11 femmes pour 4 hommes. Les résultats, les complications d'abord, en utilisant le score de Clavien-Dindo, les complications de grade supérieur à 2 ont été finalement assez faibles. On en a une seule qui était une bactériémie à Streptococcus mitis, donc ce qui nous donne 7% de morbidité significative. Nous n'avons curieusement pas observé de fistule sur cette série, pas de thrombose portale après injection des îlots de Langerhans et il n'y a eu aucune mortalité opératoire. Puis, décidément, j'ai des problèmes avec cette dia qui n'arrête pas de se déformater, mais la survie des patients à 1 an et à 10 ans est de 100% en actuariel. L'insulino-indépendance est de 93% à 1 an, 87% à 10 ans. On a 2 patients au total qui ont dû prendre de l'insuline, le premier dans la première année, le deuxième après 2 ans à peu près. Mais la fonction endocrinienne était préservée chez tous ces patients, puisque dans 100% de ces patients, on mesurait du C-peptide. Alors évidemment, la présence de ces peptides, l'insulino-indépendance, c'est impossible de démontrer qu'elle vient des îlots qu'on a transplantés, puisqu'il leur restait une tête de pancréas fonctionnelle à tous ces patients. Si on veut aller un peu plus loin dans l'analyse des résultats fonctionnels, je vous montre ici le peptide C basal est stimulé. Donc le peptide C est sécrété de façon équimolaire à l'insuline par les îlots de Langerhans. C'est chez un patient qui reçoit de l'insuline exogène. C'est le seul moyen de savoir si on a une production d'insuline endogène en même temps. Alors ici, vous voyez, c'est le C-peptide est mesuré à jeun d'abord, c'est la courbe bleue, et puis après stimulation par une hyperglycémie provoquée intraveineuse, et vous voyez qu'au cours des années, on a eu un peptide C qui était au-dessus des valeurs limites de la norme, qui est la barre, la ligne rouge pointillée, avec une bonne réponse, puisqu'on a un doublement approximativement de la valeur après stimulation. Le contrôle métabolique était assez bon, quoique proche de la limite. L'hémoglobine glyquée était toujours en dessous ou égale à 6%. Ici, vous avez le résultat de l'hyperglycémie provoquée intraveineuse avec une réponse insulinique aiguë au glucose qui était toujours plus ou moins élevé, plus ou moins supérieur à la limite inférieure de la norme. Vous voyez qu'il y a quand même des grosses variations des déviations standards, donc des grosses différences d'un patient à l'autre. Et puis, vous voyez ici, le KG, c'est la vitesse de normalisation de la glycémie. Donc, pour être normal, on doit être en dessous de la ligne rouge. Ce sont des valeurs négatives. Et vous voyez que, bon an, mal an, au cours du temps, on est toujours assez proche de cette limite normale ou même meilleure. Quelque chose qui est intéressant, c'est le nombre d'îlots que l'on arrive à extraire après un isolement chez ces patients. Vous voyez ici, dans les patients qui ont une pancréatite chronique, le nombre d'îlots n'est pas très bon. Dans les patients avec une maladie bénigne, tumeur bénigne, il est nettement meilleur et on compare ceci avec les donneurs décédés. Mais dans les donneurs décédés, on a un pancréas entier. Si on regarde le rendement que l'on a par rapport au gramme ou au poids de tissu pancréatique que l'on a traité, vous voyez que dans les maladies bénignes, en fait, le rendement est meilleur que
chez les donneurs décédés en mort encéphalique. Alors, question, est-ce qu'on pourrait étendre cette technique aux tumeurs malignes du pancréas? Alors ça, on commence à toucher au domaine un peu du tabou. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Alors, tout ça a commencé en Allemagne il y a 15 ans à peu près, puisqu'un patient avait subi une DPC avec préservation du pylore pour un adénocarcinome de la tête du pancréas avec une pathologie T3N1R0, a présenté une fuite anastomotique à 10 jours et ils ont dû le reprendre pour le totaliser. Ils ont décidé d'isoler les îlots et de les lui réinjecter. Et ce patient a été insulinodépendant, mais avec des faibles doses d'insuline et un bon contrôle métabolique. Il est décédé 2 ans et demi plus tard avec une récidive locale, mais pas de métastase hépatique. Alors, à Milan, ils ont décidé de faire ça dans une étude contrôlée. Sur 41 autotransplantations d'îlots, 17 patients ont été transplantés pour tumeurs malignes dans 2 situations. Soit une totalisation pour fuite anastomotique, soit une duodénopancréatectomie totale décidée d'emblée en raison d'une anastomose jugée à trop haut risque. Voici ici les résultats fonctionnels. On ne va pas trop s'étendre dessus, ça c'est le nombre de patients insulino-indépendants ou avec une fonction partielle ou pas, mais c'est toute leur cohorte, y compris les pancréatites chroniques. Pour la survie, la même chose. Regardons de plus près les patients avec tumeurs malignes. À la dernière visite, après un suivi médian de 2 ans, la survie est de 94%. La survie sans récidive de 71%, ce qui est vraiment remarquable. Et 2 patients seulement ont présenté des métastases, une péritonéale, une pulmonaire, et personne n'a eu de métastase dans le foie. Voilà. Conclusion. L'autotransplantation des îlots de Langerhans après pancréatectomie gauche élargie pour tumeur bénigne du pancréas permet de contrôler le diabète chirurgical avec sécurité et efficacité. En toute généralité, l'autotransplantation des îlots devrait être réalisée après toute résection pancréatique élargie pour une pathologie bénigne. Alors vous allez me dire, il est bien gentil, lui il a un laboratoire, nous on n'en a pas. Mais il faut savoir que l'isolement à distance et le transport des îlots est possible. Et c'est ce qui est réalisé actuellement entre Genève et 10 centres universitaires français dans ce qui s'appelle le réseau Gragil pour des allogreffes pour diabète de type 1, où Genève sert de centre d'isolement et où les pancréas sont envoyés à Genève et les îlots renvoyés dans un centre de transplantation. Du point de vue de la sécurité, et j'ai bientôt fini, c'est une méthode à réserver à des lésions localisées de nature bénigne sans équivoque. Et je veux remettre de l'importance sur l'examen extemporané. Je pense que la TIPMP n'est pas une bonne indication, en tout cas pas en dehors d'un essai clinique. La place de l'autogreffe dans une situation de totalisation pour tumeur maligne est à évaluer dans le cadre d'essais cliniques. Et puis, petite considération spéculative, je vous ai dit que le rendement des isolements de les réaliser à partir de spécimens réséqués pour tumeurs bénignes est supérieur à celui qu'on observe pour les pancréas de donneurs décédés. Et le patient avec tumeur bénigne, finalement, c'est une situation qui est similaire à un donneur vivant. Et donc, c'est peut-être un élément à considérer pour l'argumentaire en faveur de la transplantation d'îlots à partir de donneurs vivants. Et sur ces spéculations, je vous remercie de votre attention. Merci. L'étude ou le papier va être commenté par Christian Partensky de Nyon. Chers collègues, chers amis suisses, vous ne pouvez pas résister à la tentation de venir discuter cette excellente communication et de retrouver des amis très chers et de m'associer au souvenir de Gilles Manta, qui a parfaitement illustré Pietro Magenot, qui était pour moi un ami très très cher. Alors, les résultats qui nous sont rapportés sont absolument excellents, avec une survie des patients à 100%, avec une insulino-indépendance à plus de 90%. Je crois qu'on ne peut pas rêver mieux. Ces résultats sont parfaits. Ils sont produits 35 ans après la communication Princeps de Najarian et de David Sutherland dans Annals of Surgery. Est-ce qu'ils sont pour autant convaincants? C'est là la question. Alors, l'expérience que j'ai eue pendant plus de 5 ans à la Haute Autorité de Santé, en siégeant
à la commission d'évaluation des dispositifs et des technologies médicales, m'a appris que pour évaluer une technologie de santé, il fallait impérativement un comparateur. Ce comparateur est une technologie autre, dite de référence, destinée à traiter la même maladie, et non pas une autre maladie, en l'occurrence la pancréatite chronique. Et cet élément de référence doit être pris en compte tout au long de l'étude. Et c'est par rapport à cette référence que l'on évalue la technique. Là, on manque cruellement de cette référence. Quelle est-elle ? Eh bien, elle est manifestement la chirurgie d'épargne parenchymateuse. Au lieu d'enlever les îlots, on les laisse bien en place, dans le milieu naturel. On ne peut pas faire mieux. Et en l'occurrence, pour les tumeurs de l'isthme, c'est la pancréatectomie segmentaire ou médiane ou centrale. Il y a plusieurs appellations qui ont été données. Et on manque cruellement d'études comparatives de cette pancréatectomie centrale versus la transplantation d'îlots. Et on a toujours, et moi personnellement, j'ai toujours eu scrupule à enlever cette grande queue du pancréas, enlevée délibérément, alors qu'elle ne demande rien à personne, si ce n'est à laisser en place, puisqu'on peut la laisser en place même en préservant les vaisseaux spléniques. C'est là, je crois, le fond de la question. Et on manque de cette étude. Alors on dit qu'il y a un risque de fistule après cette anastomose. Je crois qu'avec les progrès de la technique, ce risque de fistule, il est absolument minime. Et dans l'article que nous avions publié dans Archives of Surgery sur 50 pancréatectomies médianes, le taux de survie du moignon pancréatique à 5 ans en survie actuarielle était de 94%. Donc c'est des résultats qui sont comparables à ceux qui nous sont présentés. Voilà, je crois que cette étude devrait être entreprise. Les questions, maintenant, on est étonné, moi je suis étonné, personnellement, du peu de diffusion de la technique dans le monde. Il y a très peu de centres qui pratiquent la transplantation d'îlots en Europe, un à Milan que l'on connaît bien, un à Genève, un à Lille, un à Bruxelles, et puis ça s'arrête là. En Asie, il y en a à Séoul. En Angleterre, je crois qu'il y en a un, non, c'est ça, il y en a un en Angleterre. Alors aux États-Unis, il y en a un Canada, un seul. Aux États-Unis, 14, plus 5 qui font plusieurs types de transplantations, qui sont associés. Voilà, alors pour quelle raison cette technique, qui paraît extrêmement prometteuse, n'a pas diffusé comme elle l'aurait dû dans le monde? Voilà, première question. Deuxième question, le donneur vivant. Alors, est-ce qu'il y aura une place pour le donneur vivant? La question que je pose, elle est intéressée. Elle est intéressée pour des raisons personnelles et familiales, ayant eu un frère victime d'un diabète instable et qui souhaitait que je lui donne une partie de mon pancréas. Donc voilà une autre question qui peut être intéressée. Ensuite, une lecture un peu désabusée de la littérature et d'une publication toute récente qui met comme titre de son article un titre à la fois poétique et désabusé, « So close and yet so far away ». Si proche, le but à atteindre est si proche, mais aussi si éloigné. Voilà, j'aimerais que vous puissiez répondre à mes questions. Merci et toutes mes félicitations. Merci beaucoup, M. Partinski, pour ces commentaires. Pour le premier commentaire, au sujet de l'absence de contrôle, j'aimerais vous dire que je suis d'accord avec vous. On a fait cette étude pour des raisons de jugement personnel, voire même institutionnel, et il faudrait faire une étude endométrique contrôlée. Je ne suis pas sûr que vous avez vu le nombre de patients que ça concerne. Je ne sais pas combien de temps cela prendrait pour la faire. Voilà. Nous avons des résultats qui sont ce qu'ils sont, qui, à mon avis, me semble, on n'a pas à en rougir, mais pour pouvoir démontrer que c'est ça qu'il faut faire, il faudrait une étude contrôlée. Vous avez raison.
Deuxièmement, pourquoi est-ce que cette technique ne se développe pas davantage? On parle de la greffe d'îlot au sens large, pas seulement l'autogreffe pour cette indication, ou pour la pancréatite chronique, ou pour la greffe allogénique. La raison principale, c'est que c'était une procédure qui nécessite, vous avez vu un laboratoire qui a un coût. Le coût d'un isolement d'îlot et d'une transplantation d'îlot de Langerhans c'est estimé à peu près 18 000, 20 000 euros à l'heure actuelle. En Europe, aux États-Unis, c'est plus cher que ça. Ce qui limite la diffusion de la technique, c'est le fait que pour l'instant, dans la plupart des pays du monde, ce n'est pas considéré comme standard of care et ce n'est pas remboursé par le système, par le système de santé. En Suisse, nous avons la chance d'avoir cette modalité qui est remboursée, donc il n'y a pas d'obstacle à l'application de cette technique. Mais ça a été un rude travail d'aller. Nicolas Demartine y a participé d'ailleurs à l'époque. Et ça a été un rude travail qu'on a fini par obtenir. En France, dans le cadre du réseau Gragile, on a fait une première étude, Trimeco, une deuxième étude va commencer, Stabilo, dont le but est vraiment d'apporter des données aux instances régulatrices pour faire reconnaître cette procédure et l'avoir remboursée. En Angleterre, c'est remboursé, et il n'y a pas un centre, en Angleterre, il y en a 3. Il y a Londres, le King's, il y a Oxford, et il y a Édimbourg maintenant qui sont très actifs. Au Canada, c'est remboursé, et il y a une activité qui est énorme. Une activité qui est la première du monde, juste devant celle de Genève et du réseau Gragile. Aux États-Unis, en ce moment, l'activité, elle est nulle. Plus de financement, on attend des publications de résultats. Mais tous les centres, tous les laboratoires qui ont un laboratoire d'isolement d'îlot font quoi en ce moment? Ils font de l'autotransplantation, parce que ça, au moins, ils peuvent récupérer une partie de leur bille dans le remboursement pour la pancréatectomie. Donc c'est comme ça qu'ils maintiennent leur laboratoire en activité et qui se maintiennent à flot. Donc ça, c'est la raison pour laquelle cette technique est, à mon avis, limitée. Et puis... So close and yet so far, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est difficile, qui n'y arrivent pas, et je pense que parmi les détracteurs de la technique, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas à reproduire ces résultats. Et j'avais fait dans un exposé au Congrès européen de pancréas et d'îlot au début de l'année, une analogie avec la fable de La Fontaine sur le renard et les raisins. Le renard qui, n'arrivant pas à atteindre les raisins, trouvait que de toute façon ils étaient trop verts et pas assez bons pour lui. Alors voilà, il faut se méfier. Il faut un savoir-faire énorme. La courbe d'apprentissage, elle est énorme. Elle est bien plus ardue que celle de la chirurgie robotique, je peux vous le dire. Et il faut se méfier des conclusions hâtives. Je pense qu'avec une bonne équipe, des moyens qui sont au départ importants certes, et un matériel adéquat, un savoir-faire adéquat, on peut y parvenir. Merci. Une question de Madame Corinne Vons. Oui, merci. Bravo pour votre expérience. Vous nous avez montré que l'isolement avec des foies de pancréatite chronique était moins rentable. Est-ce que vous avez modifié, est-ce que les conditions d'isolement sont différentes? Et vous nous avez montré qu'il y avait 2 patients, au bout du compte, il y en a 2 qui sont insulinodépendants. Est-ce que justement c'était des patients qui avaient eu moins d'îlots de Langerhans dans ce groupe de pancréatite chronique ou pas? Alors, les résultats fonctionnels que j'ai présentés, c'était uniquement pour les patients avec tumeur bénigne du pancréas. J'avais exclu les pancréatites chroniques dans mon analyse. La pancréatite chronique, est-ce qu'on modifie les protocoles? La réponse c'est oui. Mais on a une palette de textures pancréatiques qui va du dur comme du caillou à vaguement fibreux, qui est très très large. Alors c'est vraiment quelque chose qui est fait au jugé. Ça c'est vraiment du pifomètre, comme on dit. On rajoute des protéases neutres dans le mélange parce que l'enzyme qu'on utilise est un mélange d'enzymes. Et puis on fait ça vraiment au jugé. C'est beaucoup plus de l'artisanat que de la science. Merci. Je pense qu'il faut continuer. Je te remercie. Je voudrais juste apporter mon témoignage comme voisin proche du centre de Genève, de notre collaboration dans le programme, dans le protocole de transplantation chez des patients
qui sont receveurs d'îlots prélevés sur des cadavres. Et on a plusieurs patients qui sont greffés avec des résultats excellents. Cette collaboration, elle a commencé au tout début de votre expérience, puisqu'en 92 ou 13, je crois, nous avons transplanté des îlots d'un patient qui avait eu une pancréatectomie en 2 temps. Et pour une pancréatite chronique, la pancréatectomie distale avait été nécessaire par le fait que la pancréatite avait évolué vers une thrombose du système porte et que le patient présentait des épisodes aigus d'hémorragie digestive liée à l'hypertension portale, avec un résultat qui était remarquable. Donc c'est pour dire, c'est une technique qui marche bien. Nous sommes intégrés, comme vous l'avez vu, dans le réseau CRAGIL, et je pense qu'il y a intérêt, à mon avis, à poursuivre ce type d'expérience et d'expérimentation pour les patients. Je suis bien d'accord. Merci.